Ah, avec les écouteurs. Ouais. Et je clique. Oui, attends, je vous mettrai en route. Donc, voilà. Donc si vous trouvez pas, c'est pas grave. Hein. Ouais. Vous êtes, Oh, c'est la mouche. Oh, c'est la mouche. Avec Goldblum. Oh, que c'est déchirant, mon Dieu, ça fait des années que j'ai pas vu ce film. Bah ça aussi, c'est toutes ces années d'études. Vraiment, j'ai bien fait de ne pas travailler au sortir de l'école de cinéma. Ça a été la découverte de Cronenberg. Ça a été un choc. C'était un des plus grands cinéastes américains qui arrivait un peu après ce nouvel Hollywood, quoi. Vraiment une des voix dissidentes de l'Amérique très très forte. Et c'est par La Mouche, parce que j'étais pas un cinéphile si accurate que ça. Je pense annoncer un petit peu avant La Mouche que j'ai commencé à aimer Cronenberg, mais j'avais un peu raté les premiers Chromosomes 3 et tout ça. Ça, c'est des films que j'ai vus après. Mais ça, d'un coup, c'est et puis la présence du corps, la mutation, le cinéma, l'utilisation des métaphores dans le cinéma, puisque là, on a une métaphore du cancer ou de la mort ou du vieillissement qui est absolument admirable, et c'est tellement physique et bouleversant. Non, c'est bouleversant. Très grand choc, qui m'a aidé sur la vie des morts. Avec ce motif cronenbergien, je vous disais, Denis Court étant enceinte de la mort de son cousin, et ça m'aidait à écrire. C'est Marnie, ça? Non. c'est un peu plus évident. C'est un peu plus évident. Parce que c'est un James Bond, avec Mathieu. Moi, je ne suis pas un James Bondien. Comment est-ce qu'on appelait ça dans les années 80? La pyrotechnie de James Bond me laisse assez froid. C'est peut-être parce que les personnages féminins ne me plaisent pas dans les James Bond. Et j'arrive pas à m'intéresser aux filles. Il y a des belles pépées, hein, je trouve ça tout à fait respectable. Mais enfin, ça ne fait pas des personnages féminins qui me transportent. Et du coup, moi, ce sera un cinéma d'action. Le cinéma d'action qui m'a plu, qui continue à me nourrir, et un cinéma d'action beaucoup plus tardif. Je peux penser au film avec Mel Gibson, la série des films qui sont très divertissants et très amusants, avec les groupes de flics, avec L'Arme Fatale, avec Danny Glover. Mais il y a quelques scènes comme ça, surtout dans le 1, qui sont absolument déchirantes, avec Mel Gibson, qui est un veuf, qui est un jeune veuf comme ça. Donc il y a une noirceur des personnages, et des personnages féminins un peu plus intéressants que chez James Bond, où là elles sont un petit peu en cliché, et du coup ça me laisse un peu froid. Il y a un mystère, et un peu un miracle, qu'on ne peut pas... qu'il faut accepter, que le cinéma industriel américain a un certain génie, c'est-à-dire qu'il produit de l'art, que l'industrie puisse produire de l'art. Je ne suis pas sûr que dans d'autres territoires ce soit possible. Je pense qu'il y a un contrat entre l'Amérique et le cinéma qui est étrange, qui fait que son industrie peut produire ici et là de l'art. Je peux penser, pour ne pas sembler mystérieux, à des exemples de films. X-Men 2, voilà. Il y a de l'art dedans, ça on le voit tout de suite. Mais quand vous regardez les films populaires, je sais pas, j'ai un souvenir comme ça à Pékin, ou d'avoir été en Chine, alors on nous emmenait voir, oui, c'est quand même le plus grand pays, le pays où il y a le plus d'habitants au monde, voir des films populaires, des films industriels chinois, et très très mauvais. C'est très très mauvais, ça ressemble au cinéma industriel français, ça ne regarde pas les autres pays. Le cinéma industriel français ne regarde pas les autres pays. Les autres pays ne regardent pas le cinéma industriel français. Il se produit peu d'art. Ça ne veut pas dire que les films soient mauvais, hein, mais l'industrie ne permet pas ce surcroît d'art. On parlait de films d'action, puis il y a James Bond là. Je pense à des choses qui sont très mystérieuses, comme... Vous voyez, il y a le livre fameux de Cavell sur ses comédies de remariage. Comment ça se fait que tous les comédies, enfin un bon nombre de comédies de l'âge classique américain
nous raconte toujours la même histoire. C'est-à-dire l'industrie américaine a imposé un modèle dramatique invraisemblable, qui est ce qu'on a appelé, ce que Cavell a appelé la comédie du remariage. C'est-à-dire non pas un homme rencontre une femme, mais un homme et une femme sont déjà ensemble, rompent au début du film, je pense à Philadelphia Story par exemple, et tout le film sera la négociation entre l'homme et la femme pour se remettre ensemble. Donc c'est l'histoire de remariage. Très curieux qu'une industrie ait pu inventer un modèle théâtral ou un modèle dramatique qui n'était pas inventé. Alors par rapport au film d'action, je pense à la catastrophe du remariage. C'est-à-dire à la fin des années 90, on a eu peut-être quelque chose comme 15 films qui nous proposent le même modèle. C'est un homme et une femme assistent à la fin du monde. Alors ça peut être Abyss, ça peut être Alerte, ça peut être Volcano, ça peut être... à chaque fois c'est pareil, c'est une catastrophe monstrueuse. Mais au tout début il y a un divorce. Et à la fin de la catastrophe, pendant la catastrophe, il y a renégociation entre l'homme et la femme autour de la question du divorce et qu'un homme s'entend mal avec sa femme et arrive à ressouder le couple ou à le défaire ou à le refaire ou à le bricoler. Alors c'est très curieux qu'un appareil industriel arrive à produire de la signification. Je ne suis pas sûr que ce soit possible ailleurs que dans le système américain et dans un système industriel dont j'ai le sentiment de ne pas faire partie. Moi, je viens d'un autre cinéma, je viens d'une autre culture et je ne saurais pas forcément habiter cette culture-là. Même si elle m'enseigne, je ne saurais pas forcément l'habiter parce que je reconnais qu'il y a là un miracle et une énigme américaine. Et je ne suis pas sûr de savoir faire partie de cette énigme-là. Vous voyez, ce que je trouve vraiment génial à la fac, c'est qu'on peut sécher les cours quand on veut. Hélène et les garçons, c'est ça? Oui. Ouais. C'est pour la fin de l'année, pour passer les examens. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y a un surcroît qu'il y a un mystère américain, il y a un mystère cinématographique américain. Hélène et les garçons, je connais très mal, hein. Je connais pas, j'ai pas suivi. Il me semble pas avoir raté grand-chose. Et si vous voyez, en gros, c'est des jeunes gens qui parlent un peu de rien, et il n'y a pas de surcroît d'art. Et alors vous en prenez deux, un où il y a un vrai surcroît d'art, et l'autre qui a un surcroît qui est plus un produit industriel. Si vous prenez Friends ou si vous prenez Seinfeld, Seinfeld, je ne suis pas du tout sûr que Seinfeld soit un génie, hein, mais il y a du génie, je suis désolé, il y a du génie dedans, il y a de l'art dedans. Alors c'est curieux parce que c'est très moche aussi, c'est aussi moche que ça, Seinfeld, hein, c'est des corps de carton-pâte comme ça, de ce faux New York refabriqué à Los Angeles et tout ça, avec des plans larges, hideux, avec les personnages, mais sauf que on arrivait à une telle virtuosité de la langue, une telle virtuosité des gags, avec une telle déflation des gags et de choses comme ça, que ça arrive à inventer et à regarder le monde. Alors que Hélène et les garçons, ça regarde la France, ça ne regarde pas le monde. Alors que Seinfeld, ça regarde la France, moi, spectateur, les cinéphiles chinois, tous les cinéphiles, ils trouvent quelque chose. Et même dans Friends, dont on dit du mal et qu'il faudrait revoir à la hausse, à mon avis. Et c'est vrai que quand on regardait Seinfeld, ça décrit donc une métonymie de ce que nous sommes en train de voir. Si on voit des gens qui sont ou dans cette cafétéria, ou dans l'appartement de Seinfeld, ou bien je ne me souviens plus des quelques décors qu'il y a, et qui ne parlent de rien. Et ça, c'était très inspirant et très libérateur. Et la lecture des Seinfeld que j'ai lu après, à l'époque de l'écriture de Comment, me nourrissait très fort. C'était, puisque c'est un peu ça, Paul Dédalus, c'est des types, des normaliens qui parlent de rien. Qui parle du fait que je me suis disputé avec Rabier, alors il ne m'a pas salué dans la rue, et l'autre lui dit « Oui, mais c'est toi qui ne l'as pas salué dans la rue ». Et oui, c'était à lui à me saluer le premier, et tout ça. Voilà. Ça c'était des trucs à la Seinfeld. Mais ça viendrait plus de la télévision américaine que de la télévision française. Mais Hélène et les garçons, non, ça me laisse... justement, ça c'est des mauvaises images. Vous parliez aussi des jeunes gens matures, qui jouent aux adultes dans Trois souvenirs. Je n'en ai pas l'impression, vous disais-je. Et là, je vois au contraire des adultes, des corps normés, qui jouent aux enfants. Vous voyez, ça me met mal à l'aise. Vous voyez, puisque je dis, mais vous n'êtes pas des enfants, vous êtes déjà des adultes, quoi. Et des corps normés, ils sont tous déjà passés dans la case télé, dans la case agent, dans la case etc. Ils ont des corps qui ressemblent à ce que le système demande d'eux, quoi. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est quand les corps, ils excèdent la demande, ou qui la détournent, ou qui la contredisent, et qui ne reviennent pas juste répondre à un système industriel. Là, c'est des corps industriels. Where the hell are you renting these lenses? The lenses are fine.
Ça, c'est Deconstructing Harry. Out of Focus. Oui. C'est un des meilleurs, quoi. Non, c'est pas un des meilleurs, c'est un des derniers bons, quoi. Enfin, ok. Woody Allen est un des plus grands créateurs, donc tout ce qu'il fait est intéressant. Vous voyez, on est pour les auteurs, en fait. Puis c'est une politique, c'est-à-dire c'est un choix politique de défendre les auteurs quoi qu'ils fassent. Et d'ailleurs, le dernier est très très bien de Woody Allen. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé le dernier, et celui-là a vraiment du génie, quoi. Alors c'est difficile parce que en 14 ans, il a fait 14 chefs-d'œuvre, de Annie Hall jusqu'à Deconstructing Harry, quoi. Il doit y avoir 15-20 films où à chaque fois vous êtes sur le cul, quoi. Avoir été à ce point-là génial et prolifique en même temps, c'est vertigineux. Alors après, survivre à ça, survivre à l'homme qu'on a été, c'est difficile, quoi. Et puis de pas. Et il aura réussi aussi à tresser sa propre vie et ses films. Sans quoi, ça me fait penser, il y a quelqu'un qui fait un peu ça maintenant, enfin, qui continue à faire, qui fait ça de plus en plus, c'est Garrel, qui serait notre Woody Allen français. Je ne sais plus si c'est un portrait de sa vie, ou si c'est un portrait de ses œuvres, si c'est les œuvres qui viennent nourrir la vie, ou la vie qui vient nourrir les œuvres, mais il y a un tressage comme ça entre la vie de l'artiste et les films qu'on est en train de voir, un feuilleton, pour le coup qu'on voit qui est vertigineux. Mais celui-là, Deconstructing Harry, il est tellement virtuose dans la construction avec les petits épisodes et tout ça. Si je pouvais arriver même si je pouvais me tenir à quelques kilomètres de ça, mais toute la scène, sa femme est tellement drôle, tellement drôle. L'insolence de prendre Robin Williams pour jouer le type et il est flou tout le temps, etc. Donc, tout est merveilleux. Puis le début avec la fille qui arrive avec le pistolet, etc. L'actrice australienne, c'est un film merveilleux. C'est un très très beau film. Très très beau film. Oh, c'est Batman 2, ça. Très beau film, magnifique. Je ne suis pas un Tim Burtonien, je l'ai été, je le suis moins, mais pas du tout que je n'aime pas, c'est que je suis un peu moins. Je vois moins ce qu'il fait maintenant parce que je rate des films, donc il y a des trous. Mais Tim Burton, vous parlez vous aviez montré un extrait de La Mouche, de ces voix singulières qui sont arrivées en Amérique après le Nouvel Hollywood. Tim Burton en fait partie. Et celui-là m'avait beaucoup inspiré. Et j'avais lu une interview qui m'avait... c'est les hasards de la vie, comme ça, une interview dans les cahiers du cinéma du scénariste de Batman 2. Et c'est en recopiant sa technique, il expliquait au cahier du cinéma que je me suis bricolé ma propre technique à moi de scénario. C'est pour ça que c'est un film qui compte beaucoup pour moi. Et puis il y a le personnage de Catwoman qui est vraiment une invention extrêmement poétique et merveilleuse. Enfin, la scène où elle met l'oiseau dans sa bouche et l'oiseau s'envole et tout ça. C'est un très 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 beau film. Et c'est extrêmement habité, quoi. C'est foisonnant et c'est très violent et très dérangeant. Le film est très dérangeant. Très beau film. J'aime beaucoup ça. Et je vous dis, c'est à cause de ce scénariste-là que j'ai inventé ma technique de tableau avec des colonnes très savantes comme ça à faire. Il y a un Français qui regarde un industriel américain qui copie la technique de l'industriel américain, qui évidemment la fausse, la singularise, etc. Et cette fascination de... Voilà, c'est ça qui fait de moi un Français. C'est le fait d'être fasciné par l'industrie américaine, mais d'essayer de la faire chanter différemment. Et cette passion que je peux avoir pour le cinéma populaire américain est très certainement ce qui fait de moi un Français. Le plus on rajoute de personnages de super-héros dans un film, le moins il y a de fiction pour moi. Quand il y en a un, il y a de la fiction, quand il y en a deux, il y en a un peu moins, et quand il se retrouve à 8 super-héros dans un film, il y a 8 fois moins de fiction pour moi que quand j'ai plus la solitude. Et dans les films de super-héros, je classe des films, pour moi le plus grand, ça reste Incassable, qui est vraiment où il y en a deux. Alors, il y a beaucoup de fiction, il y en a deux, et ça c'est vraiment merveilleux. Il y a Kill Bill que je mettrai juste après, mais je mettrai aussi un film de super-héros. Je mettrai pardon, vous allez m'aider pour le titre, le film de Clint Eastwood avec la boxeuse avec Million Dollar Baby, qui est pour moi un film de super-héros aussi. Vous voyez, où la fille c'est-à-dire pendant le temps du film n'a pas de sexualité. Elle a un surnom, c'est un surnom dont elle ne sait pas l'énigme, ce nom irlandais que lui a donné, qui est ma chérie, que lui a donné l'entraîneur. Il y a ce rapport entre les super-héros et ceux qui ont ce don,
et les êtres humains, le personnage d'Eastwood. Il y a cet ancien super-héros qui est joué par le type qui nettoie les shots, mais qui a été boxeur, qui peut retrouver sa force comme ça sur le match. Il y a le costume, avec cette cape verte qu'on lui dessine. Il y a les animaux, avec la fille qui est de bear, qui l'attaque, etc. Tout ça est inscrit dans le film, puisqu'on voit le personnage de l'ami de Eastwood qui lit lui-même des comics pendant qu'elle va se battre. Il y a la pureté du trait. Pour moi, c'est un film de super-héros aussi. Je ne sais pas ce que les super-héros m'apprennent de ma vie de tous les jours, mais je sais que j'ai appris dans les années 2000 quelque chose de ma vie. Et alors je fais une exception quand je dis que j'aime pas les films où il y a beaucoup de super-héros. Je fais une exception pour les X-Men, où il y a quelque chose sur la mutation, sur le racisme, sur une situation, un film très politique, en même temps très fantaisiste, une fantaisie à la Fantomas, comme ça. Et je pense, voilà, je pense que de la même manière qu'André Breton aimait Fantomas, André Breton aurait adoré les surréalistes, aurait adoré les X-Men 2. Quoi. Même le X-Men 1 est pas mal, le 3 est un peu... La fin est pas bien, mais le début est merveilleux. C'est dans le 3 au début où il y a cette scène sexuelle qui est merveilleuse, où il se scie les ailes comme ça. C'est de toute beauté, quoi. Il y a une invention poétique dedans qui est magnifique. Les Avengers, c'est pas mon truc. Après, il me semble que le genre a cessé de dire la vérité. Maintenant, c'est des produits industriels, quoi. Bien sûr, il y a des choses tout à fait pas mal dans le Captain America, plus le 1 que le 2, mais enfin bon, il n'y a pas un surcroît d'art comme ça, il n'y a pas un supplément d'art qui est produit comme si ça s'était tari, quoi. En même temps, c'est devenu une machine industrielle, mais qui produit plus beaucoup d'art, à mon avis. Oh, Wes. C'est un de ses plus beaux films. J'aime tout de cet homme, j'aime tout de cet homme. J'aime tout. Il se trouve que les hasards de la vie font que je le connais par un ami commun, par Nicolas Saada. Et j'adore ce qu'il invente. Je vous parlais de corps non normés, l'apparition de Jason Schwartzman au milieu du cinéma, et peu à peu de faire reconnaître Jason Schwartzman, que peu à peu, puisque maintenant il a son soap à lui, il a sa série télé avec lui aux États-Unis. Et d'arriver à avoir des corps qui font pas partie de la norme, quoi, qui dénotent comme ça, qui rentrent pas dans le système hollywoodien, qui viennent rénover le système hollywoodien. Puis il y a une telle virtuosité chez lui que c'est un enchantement. L'homme est extrêmement... c'est curieux, c'est un homme très délicat et d'une grande force, parce que pour arriver à imposer une œuvre comme celle qu'il est en train d'inventer aux États-Unis, ça demande une force d'âme incroyable, parce que le système est incroyablement dur là-bas. Et il a réussi à imposer une façon de regarder le monde qui est vraiment merveilleuse. Il arrive à sortir de l'illustration. C'est un cinéma on a toujours peur que ça devienne illustratif, et il en sort. Il en sort parce qu'il a une puissance dans ce qu'il veut nous dire, dans ce qu'il veut nous communiquer. Je pense, c'est le film avec les deux très jeunes gens. Ça, c'est un film qui faisait partie du corpus sur les 3 souvenirs. Le film avec les jeunes gens sur l'île, avec les jeunes scouts. Moonrise Kingdom, qui était vraiment magnifique. Ce qu'il a à dire est tellement important, et après son outil, c'est cette symétrie, ces images qu'il arrive à inventer, mais ce qui me frappe, moi, c'est ce qu'il a à dire, sur une difficulté de s'adapter au monde, de cette gaucherie des corps, ces scènes d'amour merveilleuses quand ils sont au bord de la plage, avec les 2 jeunes gens, quand ils percent l'oreille et tout ça, c'est cette difficulté d'être en vie. Alors, tout ça, mais du coup, c'est un cinéma que je ne trouve pas réductible à des images. Et je trouve que c'est toujours mieux. Alors le dernier, il y a un tout petit peu des images. Mais aussi c'est difficile, il y a tout ce combat contre Hollywood, ce combat pour exister, et c'est merveilleux parce que le Grand Budapest Hotel a été un succès aux États-Unis, dans le monde entier, mais aux États-Unis. Donc c'est important parce qu'il ne peut pas faire que des films qui ne marchent pas, comme dans Kingdom. Il est obligé parfois de faire des films qui marchent, sinon il n'arriverait plus à en faire, quoi. Mais alors quand il ose faire des scènes un peu plus longues, plutôt que des vignettes, je trouve que son art est plus grand encore. C'est peut-être pour ça que j'ai une passion pour Hôtel Chevalier, parce que c'est une des scènes les plus longues qu'il ait tournées dans l'histoire de sa filmographie. Les retrouvailles donc, entre Jason Schwartzman et Machinette qui vient le retrouver dans cet hôtel. Et tout d'un coup, on a la durée. Et quand on a la durée, tout d'un coup, il nous parle de plus en plus, quoi. Mais il y a toujours le danger que ça devienne une image. Mais il arrive à en sortir parce que ce qu'il a à nous dire est très puissant. Ouais, merci beaucoup. Merci. Il est quelle heure ?
Parce que chez ma montre, elle n'a plus de pile. Il est immense.